Mes parents ont soutenu ma sœur quand elle a crié « J'ai ruiné leur vie ». Je suis parti. Ce matin, 14 appels. Bonjour, je suis Odell. Il y a 2 semaines, ma sœur m'a crié dessus devant nos parents, tu as ruiné nos vies. Et ils ont hoché la tête comme si c'était vrai. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis simplement sorti avec rien d'autre que mon sac et le silence. Mais ce matin, je me suis réveillé avec 14 appels manqués. Maintenant, ils disent qu'ils ont besoin de moi. Alors, qu'est-ce qui a changé? Avant de plonger dans le vif du sujet, à quelle heure écoutez-vous ceci et d'où? Laissez un commentaire, parce que peut-être avez-vous aussi été effacé jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils avaient besoin de celui ou celle qu'ils avaient rejeté. Il faisait déjà nuit dehors, mais l'air à l'intérieur de la maison semblait encore plus lourd. Ma sœur, Sarah Fenn, était parfaitement installée sur le bord du canapé sectionnel crème surdimensionné de la famille, son anneau lumineux brillant comme un halo autour d'elle. Elle terminait une diffusion en direct, quelque chose à propos d'avoir atteint les 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Mes parents étaient assis à proximité, hochant la tête comme si elle venait d'obtenir son doctorat. Je me tenais dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le salon, serrant une tasse de thé ébréché que j'avais réchauffé 2 fois. Mon nom n'avait pas été mentionné une seule fois au cours de la dernière heure. Ce n'était pas surprenant, j'étais devenue une experte pour me fondre dans le décor. Parfois, je me demandais si les murs me remarquaient plus qu'eux. Puis c'est arrivé. L'écran de l'ordinateur portable a vacillé, et la voix de Sarah Fenn a monté d'une demi-octave. Oh mon Dieu, pas maintenant. Son sourire parfaitement étudié s'est effacé. Pourquoi est-ce que ça arrive toujours quand tu es dans les parages, lança-t-elle, sa voix traversant la pièce et me transperçant. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Quoi? Tu me stresses rien qu'en respirant, Odell, aboya-t-elle. Tu gâches mon ambiance. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un, n'importe qui, dénonce cela pour ce que c'était, ridicule. Mais au lieu de cela, ma mère s'est levée, époussetant des peluches invisibles de ses genoux. Elle n'a pas tort, dit Verina calmement. Chaque fois que quelque chose de bien arrive, tu trouves un moyen de tout gâcher. Tu as ruiné sa vie. Honnêtement, tu as ruiné la nôtre aussi. Mon père n'a pas dit un mot. Il s'est juste frotté l'arête du nez, comme si tout cela était trop familier, trop épuisant. J'ai senti la rougeur monter à mon cou. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas défendu. Au lieu de cela, j'ai fait demi-tour. J'ai descendu le couloir jusqu'à la chambre d'amis qu'il m'avait laissé utiliser à contre-cœur pendant que je m'organisais. La porte se fermait à peine sans coincer. La moquette sentait légèrement la poussière et un désodorisant périmé depuis longtemps. Je me suis déplacé silencieusement, robotiquement, fourrant quelques affaires essentielles dans un sac à dos que je n'avais pas touché depuis l'université. Je n'ai rien emballé de sentimental, pas de photos encadrées, pas de cartes, pas de lettres. J'avais arrêté d'en écrire des années auparavant quand j'avais réalisé que personne ne les lisait. 15 minutes plus tard, j'étais sorti. Personne ne m'a demandé où j'allais. Personne ne m'a demandé si je reviendrais. La rue était calme, le genre de silence qui suit le genre de dispute où les mots frappent plus fort que les poings. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à la station-service au néon fluorescent qui bourdonnait. J'ai acheté une barre de céréales et une bouteille d'eau, plus par habitude que par faim. J'ai demandé au vendeur si le bus circulait encore. Le dernier est dans 8 minutes, s'il est à l'heure. Il ne l'était pas, mais j'ai attendu quand même, assise sur le banc en métal froid, les mains enfoncées dans les poches de mon manteau et mon sac à dos entre mes jambes comme un radeau de sauvetage. Quand le bus est arrivé, je suis monté et je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet jusqu'au centre-ville de Charlotte m'a paru plus long qu'il ne l'était. J'ai gardé la tête baissée, regardant les lumières de la ville défiler comme de la peinture étalée. Personne ne croisait mon regard. C'était presque un réconfort. Quand nous sommes arrivés au terminus, je suis descendu et j'ai marché quelques pâtés de maison jusqu'à un petit motel beige avec une enseigne au néon vacillante, le genre d'endroit où l'on ne va que si l'on est à court de meilleures options ou de meilleures personnes. L'homme à la réception n'a pas posé de questions. Il m'a tendu une clé avec un numéro gratté et réécrit au marqueur. Espèce ou carte, marmonna-t-il, les yeux rivés sur son émission de télé-réalité qui jouait derrière lui. J'ai donné mes derniers $42. La chambre sentait les vieilles cigarettes et un produit de nettoyage qui ne masquait pas vraiment quoi que ce soit. J'ai laissé tomber mon sac à dos près du pied du lit et je me suis assise sur le bord du matelas.
Il a grincé sous moi, bruyamment dans le silence. Je ne me suis pas déshabillé. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé la tache d'humidité au plafond au-dessus de moi. Elle ressemblait à un cœur brisé ou à une étoile éteinte, selon la façon dont on inclinait la tête. Mon téléphone était posé face contre table sur la table de nuit. Je n'avais pas entendu une seule vibration de tout ce temps. Pas de « Où es-tu » Pas de « Rentre à la maison ». Rien. Et puis il a vibré. Juste une fois. Je l'ai attrapé, mi-pleine d'espoir, mi-engourdie. Une notification est apparue, rappel, cadeau de fête des mères non ouvert d'Odell livré il y a 2 ans. La boîte que je lui avais postée, emballée dans du papier de soie. Une paire de mouchoirs en soie avec ses initiales. Je les avais fait monogrammer. Elle ne l'a jamais ouvert. Ils ne m'ont jamais ouverte. Le lendemain matin, j'étais debout avant que le soleil ne finisse de se lever. J'ai compté ce qu'il me restait, $270 et quelques pièces. Pas de travail, pas de maison. Mais quelque chose à propos de cette note a fait que le calcul ressemblait moins à un compte à rebours qu'à un défi. J'ai marché vers le centre-ville. Mes pieds me faisaient mal avant d'atteindre la station-service du coin, mais j'ai continué. Un petit café près de la gare routière ouvrait tôt et avait un petit panneau en ardoise à l'extérieur, Wi-Fi gratuit, café à volonté toute la journée. C'était tout ce dont j'avais besoin. À l'intérieur, ça sentait le pain grillé brûlé et le nettoyant pour sol. J'ai commandé le plus petit café du menu, $1,75, et j'ai pris la place la plus proche de la prise électrique. J'ai sorti mon téléphone et je me suis connecté à quelques plateformes de tutorat en freelance que j'avais mises en favori il y a des années mais jamais utilisées. L'une d'elles avait encore un ancien profil sauvegardé. Je l'ai mis à jour, me spécialisant dans la préparation au SAT et à l'ACT, le soutien à la rédaction, la planification des études aux patientes, fiables. À propos de moi, j'ai écrit « Je crois qu'il faut être présent, même quand personne d'autre ne l'est ». À midi, j'avais postulé à 16 offres, des parents désespérés cherchant de l'aide pour les résultats aux tests, des étudiants submergés par la pression universitaire, des gens que je pouvais comprendre d'une manière que ma propre famille n'avait jamais essayé de me comprendre. Au milieu de la 5e candidature, j'ai fait une pause. Les mots « auditrice fiable et compatissante » me fixaient depuis la section biographie. Je me suis souvenu de la voix de grand-mère, « Tu as toujours été celle qui écoutait ». Elle disait ça quand j'étais assise à ses pieds pendant les dîners du dimanche, pendant que tout le monde parlait en même temps, elle voyait quelque chose. Pas accent grave-l'œil, pas bruyant, mais quelque chose de vrai. J'ai dégluti difficilement, repensant à l'enterrement. Nous étions dans la salle de réception, entourés de gens polis avec du mauvais coleslaw. Une amie de la famille que je connaissais à peine s'est penchée doucement et a dit « La 2e lettre de ta grand-mère était magnifique. J'espère qu'elle t'a apporté la paix. » 2e lettre ? J'ai cligné des yeux en la regardant. Je n'en ai reçu qu'une. Son visage s'est décomposé, confuse. Oh, j'ai dû me tromper. Elle a dit, elle t'en a écrit une autre, 8 mois avant son décès. Je suis sûr qu'elle t'est parvenue. Mais elle ne l'a jamais fait. Et quand j'ai interrogé ma mère à ce sujet, 3 jours après l'enterrement, essayant encore de lui accorder le bénéfice du doute, elle n'a même pas scié. Oh, ce n'était rien d'important. Juste des trucs de vieille dame gentille. Juste des trucs de vieille dame gentille. Cette lettre aussi avait été effacée, comme moi. Un schéma si long et si subtil qu'on ne le remarque pas jusqu'à ce qu'on se réveille un jour et qu'on réalise que toutes nos arêtes ont été poncées par des gens qui disaient nous aimer. J'ai chassé ce souvenir et me suis reconcentré sur mes candidatures. Un digne s'est fait entendre. Un parent a répondu, puis un autre. À la fin de la semaine, j'avais 3 clients, 2 lycéens et un adulte apprenant se préparant pour un GED. La bibliothèque, à 2 pâtés de maison du café, permettait aux visiteurs d'emprunter des Chromebooks pour les sessions en ligne. Je réservais des créneaux de 2 heures chaque après-midi et les utilisais comme si ma vie en dépendait parce que c'était le cas. La paie n'était pas énorme, mais chaque dollar semblait mérité. Et les étudiants, eux, écoutaient. Ils posaient des questions. Ils disaient « Merci ». Une fille nommée Riley a dit lors de notre 2e session « Vous êtes la seule personne qui m'a expliqué ça d'une manière qui a du sens. » C'était étrange d'être vu par des inconnus d'une manière dont je n'avais jamais été vu à la maison. Ce soir-là, je suis retourné au motel et j'ai noté mes revenus au dos du même reçu que celui de mon enregistrement. J'ai noté les heures de tutorat, les paiements que j'avais reçus sur PayPal,
et combien je pouvais me permettre de dépenser ensuite 2 nuits de plus. J'ai regardé cette petite chambre. Elle sentait légèrement l'eau de Javel et les rideaux humides, mais elle était à moi pour l'instant, et c'était suffisant. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le plus mince fil de fierté se dérouler dans ma poitrine. Ils n'ont jamais remarqué ce que je construisais, ai-je dit à voix haute à personne, parce qu'ils n'ont jamais pensé que j'en étais capable. Ce n'était pas seulement de l'amertume. C'était de la clarté, froide et nette. Je me suis allongé, portant toujours mon jean. Trop nerveuse pour dormir, le motel bourdonnait de conversations étouffées à travers le mur et du ronronnement d'un distributeur automatique à l'extérieur. Juste au moment où j'allais mettre mon téléphone en mode silencieux, une publication est apparue sur mon fil d'actualité, la famille, ce sont ceux qui sont présents quand ça compte. Ne l'oubliez jamais. C'était la légende de Sarafen. Son visage rayonnait à côté de notre mère, toutes deux tenant des verres de quelque chose de pétillant. J'ai à peine enregistré les faux sourires avant que mes yeux ne se fixent sur quelque chose derrière elle, une photo au mur, le portrait de famille. Mais je n'y étais pas. J'ai fixé la photo, mon pouce zoomant instinctivement, mes yeux rivés sur le mur familier du couloir. Même beige texturé, même ombre douce de la lampe du couloir. Mais le cadre était différent. Fini l'ancien portrait de famille que nous avions pris quand j'avais 16 ans, à l'époque où tout le monde prétendait encore que j'appartenais à la famille. À sa place, une nouvelle photo brillante, Sarafen au centre, bien sûr, maman d'un côté, rayonnante dans son cardigan crème, papa raide mais souriant comme s'il avait été coaché. Même le chien, Sprou, le golden retriever qu'ils avaient eu après mon déménagement, était assis fièrement devant. On aurait dit une publicité pour une version Hallmark de notre famille. Sauf que je n'y étais pas. Pas une mention, pas une trace, juste une tranche de vie propre et joyeuse, taillée pour enlever les parties désordonnées. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais peut-être, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une lente chaleur montante dans ma poitrine. Pas de tristesse, pas tout à fait de la rage non plus. Quelque chose de plus calme, de plus lourd, comme regarder quelqu'un jeter une lettre avant de la lire et réaliser que c'était la vôtre. Je me suis assise sur le bord du lit du motel, le téléphone brillant toujours dans ma main. Quelques années auparavant, je me serais peut-être dit qu'ils avaient probablement juste besoin d'un cadre plus petit, ou peut-être qu'ils n'avaient pas réalisé que je le remarquerais. Mais pas cette fois. Ce n'était pas un accident. C'était officiel, j'avais été effacé. Pas métaphoriquement, pas émotionnellement ou physiquement. J'ai fait défiler d'autres photos sur la page de Sarafen, souvenirs des bons vieux jours. Dîner de famille dimanche dernier, reconnaissante pour ma tribu. J'y étais, toujours à peine dans le cadre ou complètement coupé. Et maintenant, j'avais tout simplement disparu. Une vague de souvenirs m'a submergé. J'avais 9 ans, debout sur un tabouret pour ne pas être trop petite pour la photo de groupe à l'église. Tout le monde a ri quand Sarafen a plaisanté, Odélin a toujours l'air d'avoir photobombé nos photos. Cette fois-là, maman m'a défendu, en quelque sorte. Elle a dit, elle est juste timide, c'est tout. Mais ils m'ont quand même déplacé au bout de la rangée. Hors du cadre, c'était plus facile. J'ai chassé le souvenir en clignant des yeux et j'ai attrapé mon sac fourre-tout, ayant besoin de me distraire. J'ai commencé à organiser mes demandes de tutorat, à répondre aux étudiants, à filtrer les messages. C'était un travail de remplissage jusqu'à ce que j'ouvre le dossier spam. Il était là, un objet que j'avais failli manquer, opportunité de podcast familial, envoyé par Sarafen. J'avais été mise en copie. Mon estomac s'est noué. Je l'ai ouvert. Une note courte et professionnelle à un responsable des relations publiques, proposant un épisode sur les dynamiques familiales modernes à travers le prisme de la résilience et de l'influence des médias sociaux. Et puis, en bas, ma sœur, elle est juste amère et émotionnellement instable. Nous ne nous parlons pas pour une raison. Je ne veux pas qu'elle soit impliquée. Il a fallu des années pour reconstruire l'image de la famille. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Je pouvais entendre un bourdonnement dans mes oreilles. J'ai relu la ligne 3 fois, chaque mot plus fort que le précédent, amer, instable, reconstruire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Au lieu de cela, j'ai pris une capture d'écran, puis une autre. Puis j'ai imprimé l'email de la bibliothèque le lendemain matin et je l'ai scotché sur le mur du motel, juste à côté de la lettre de grand-mère. Les mots étaient côte à côte, comme un avant et un après. L'une croyait que je pouvais construire. L'autre croyait que je n'avais pas assez d'importance pour être vu.
J'ai attrapé un stylo. Sur le bloc-notes du motel, j'ai commencé à tout cartographier, date, commentaires, moment, la lente gomme, les rejets, les insultes dans le dos qui étaient finalement sortis par écrit. Cela ne semblait plus mesquin. Cela semblait nécessaire. Plus tard cette semaine-là, un message est apparu d'un groupe de préparation au SAT basé à Dallas. Ils avaient examiné mon profil et voulaient m'intégrer pour des sessions virtuelles, 75$ par étudiant, un chiffre que je n'avais pas vu depuis des années. Cela signifiait que je pouvais arrêter de vivre de café à $1 et d'espoir. J'ai accepté l'offre sans célébration. Pas de saut, pas de sourire, juste une sorte de satisfaction constante, le genre qui reste silencieux parce qu'il n'a pas besoin d'être vu. Le vendredi soir, j'avais assez pour verser un acompte pour une petite chambre dans un appartement partagé à quelques kilomètres de là. Pas un palais, mais quelque chose avec une porte qui se verrouillait et pas d'enseigne au néon clignotante à l'extérieur. Je me suis assise sur le lit, traçant le bord de l'email avec mon pouce. Je n'étais plus en colère. J'étais éveillé. Il y a une différence. Un coup à la porte du motel m'a surprise. Sec, hésitant. Je me suis levé lentement et j'ai ouvert. Elle était là, Mile, mon ancienne meilleure amie. Son visage paraissait plus mince, fatigué. Elle serrait quelque chose dans ses mains, quelque chose enveloppé dans un vieux torchon, comme si cela avait été caché. « Odell, dit-elle doucement. Ils m'ont dit que tu avais des ennuis. Je ne les ai pas crus jusqu'à ce que je voie ça. » Je me suis écarté pour laisser entrer Mile, et elle a hésité, comme si elle n'avait pas sa place, comme si franchir ce seuil signifiait trahir quelqu'un. Elle a tendu une petite enveloppe, du genre que j'achetais en gros dans cette papeterie près de la bibliothèque. Mon nom y était écrit de ma propre écriture, des lettres douces et arrondies que je n'avais pas utilisées depuis des mois. Ma poitrine s'est serrée. « Elle est toujours scellée, murmura-t-elle. Odell, je l'ai trouvée dans le bureau de ta mère, sous une pile de coupons périmés. Je ne l'ai pas prise tout de suite. J'ai juste regardé. Je ne fouinais pas, dit-elle, la posant doucement sur la petite table près du micro-ondes. Je déposais quelque chose pour Sarafen. Verina m'a fait attendre dans la cuisine, et c'était là, comme si ça ne signifiait rien. J'ai finalement ramassé l'enveloppe. Elle n'avait pas été déchirée ni froissée. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était quand je l'avais postée l'année dernière, pour l'anniversaire de ma mère. J'avais économisé pendant des semaines juste pour charger une carte cadeau pour son café préféré et j'avais écrit une lettre à l'intérieur sur les secondes chances, sur le fait d'essayer à nouveau, sur la guérison peut-être. Elle ne l'a jamais ouverte. Mila s'est assise en face de moi. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait en dire plus mais ne l'a pas fait. J'ai glissé un ongle sous le rabat. Le papier s'est décollé sans résistance. J'ai sorti la carte, et la note a déplié la douce feuille rose. « Maman, s'il y a encore une place pour moi dans ton cœur, j'aimerais m'y asseoir à nouveau. Je ne demande pas tout, juste un appel en retour. Nos conversations du mardi me manquent. Tu me manques. Amour, Odell. » Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai replié. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Même les mots que je leur envoyais n'avaient pas d'importance. Pas assez pour ouvrir. Pas même assez pour jeter. Juste rangé sous des coupons et oublié. Comme un ticket à gratter qui n'a pas gagné. Mile a finalement parlé. Ce n'est pas tout ce que j'ai trouvé. Elle a fouillé dans son sac et a fait glisser quelques pages imprimées sur la table. Le nouveau site de Sarafen, la E-Success Academy ou peu importe comment elle l'appelle. Je t'aidais à construire ce genre de choses, tu te souviens? Je reconnaîtrais ta voix n'importe où. J'ai parcouru la première page, puis la suivante. Mon souffle s'est coupé. Elle avait tout pris, le texte d'introduction, la grille d'évaluation que j'avais mis des mois à peaufiner, même mes diagrammes. La même mise en page, la même palette de couleurs. Seulement maintenant, c'était sous le nom de Sarafen, ses photos, sa marque. Elle a dit que tu le lui avais donné, ajouta rapidement Mila. Je savais que c'était un mensonge. J'ai ri, un de ces sons courts et haletants qui meurent avant d'atteindre votre gorge. Même mes encadrés, ai-je murmuré. Même les titres de section. Ma voix tremblait, mais je suis resté immobile, comme si le mouvement allait laisser la trahison se fissurer davantage. Mila est restée assise en silence pendant que j'encaissais. Quelques heures plus tard, elle est partie, me serrant fort dans ses bras, puis se glissant hors de la porte, les larmes aux yeux.
La chambre était à nouveau silencieuse. J'étais assise par terre, le dos contre le mur bon marché lambrissé de bois. Pas de musique, pas de télévision, juste le bourdonnement du mini-réfrigérateur et le grincement occasionnel des tuyaux. Puis est venue la vibration. L'écran du téléphone s'est allumé. Appel manqué, papa. Puis un autre. Et un autre. J'ai regardé le compteur monter jusqu'à 14. Des messages vocaux ont suivi. Je n'ai pas écouté au début, mais la curiosité m'a suffisamment ouverte. Le dernier était de mon père. Sa voix était lasse. Odélin, ta sœur se fait descendre sur Internet. Un blog a repris l'histoire. Ils appellent ça du plagiat. Les gens sont en colère. Elle dit que tu mens, mais nous avons besoin de ton aide pour calmer les choses. Elle ne le gère pas bien. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste le schéma habituel, nous avons besoin de toi quand ça brûle. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas renvoyé de message. Je suis restée assise là, le téléphone sur mes genoux, l'écran toujours allumé, puis éteint, puis rallumé. La vibration ressemblait à un moustique au bord du sommeil, persistante, lancinante, ne lâchant jamais prise. Ils n'appellent jamais, ai-je murmuré au silence, que lorsque je peux réparer ce qu'ils ont cassé. Mes bras me semblaient lourds. Je me suis penché en avant, posant mon front sur mes genoux. Je n'avais pas encore pleuré, mais ça ce n'était pas des larmes. C'était quelque chose de plus lent, de plus triste. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai survolé mon dossier marqué « Archive curriculum ». Mon doigt a tapé sur la touche supprimée. Peut-être devrais-je simplement laisser tomber. Tout effacé, comme ils ont essayé de m'effacer. Mais alors j'ai remarqué quelque chose. Un dossier que je n'avais pas touché depuis des années, grand-mère, légal. J'ai cliqué. À l'intérieur se trouvait un scan que je me souvenais à peine d'avoir téléchargé, un fichier image intitulé « Testament, Odélin ». Je l'ai ouvert. C'était là, noir sur blanc, la signature de ma grand-mère, son écriture, une clause stipulant que moi, Odell Shipley, était l'unique bénéficiaire de ses supports pédagogiques ou tout son curriculum, ses conceptions de tutorat et ses cadres d'enseignement. J'étais l'héritière légale du travail même que Sarafen avait volé, et il avait été scanné il y a 5 ans, caché depuis. Le lendemain matin, le poids de ce fichier scanné ne s'était pas estompé. Je le fixais tandis que le soleil se glissait à travers les stores poussiéreux de mon petit appartement, illuminant les bords de mon écran d'ordinateur comme s'il s'agissait d'une sorte de projecteur divin. Les mots étaient là, gras et formels, tamponnés et signés de la plume soignée de ma grand-mère, toute propriété intellectuelle et tout curriculum préparatoire créé ou co-développé avec Odell Shipley resteront sous son seul nom. Elle m'avait protégé, discrètement, légalement, et ma mère l'avait complètement ignoré. Alors que je sirotais un café tiède dans une tasse ébréchée, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal. Le deuxième ce matin-là. Je ne voulais pas l'entendre, mais mon pouce a plané sur le bouton de lecture. De toute façon, j'étais déjà en train de sombrer. Qu'est-ce qu'un tour de plus? La voix de Verina est arrivée, plus douce cette fois. Oh, Odélin, s'il te plaît. Tu ne peux pas laisser la famille s'effondrer. La carrière de ta sœur ne tient qu'à un fil. Elle a dit, la famille. Mais je savais ce qu'elle voulait dire, eux, ceux qui ont remplacé mon visage sur les photos. Ceux qui ont laissé mon enveloppe dans un tiroir comme un déchet. Puis un autre message vocal. Celui-ci de Sarafen. Sa voix craquait de panique. Tu es juste amère. Tu es toujours amère. Nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies. Je pouvais presque la voir faire les 100 pas dans une pièce immaculée, le mascara coulant sur ses joues, me blâmant comme elle le faisait toujours. Nous t'avons tout donné, a-t-elle dit. Quelle blague, ai-je murmuré dans le silence. Vous m'avez effacé et vous vous attendez toujours à ce que je sois votre sauveuse. Mes mains étaient stables lorsque j'ai imprimé le testament. Pas de drame, pas de larmes, juste de la clarté. Je l'ai épinglé au mur à côté de la capture d'écran de l'email et de la note délavée de grand-mère. L'un était tapé, l'un était imprimé, l'un était écrit à la main. Tous racontaient la même histoire, j'avais été effacé, et maintenant ils exigeaient que je me repeigne juste pour réparer leur gâchis. J'ai fixé ce mur pendant longtemps. À l'heure du déjeuner, j'avais pris ma décision. J'ai cherché un avocat à Austin spécialisé en propriété intellectuelle et j'ai discrètement pris rendez-vous pour une consultation. Quand je suis arrivé, j'ai apporté l'imprimé.
D'une voix calme, je ne demande pas à poursuivre en justice, lui ai-je dit. Pas encore. Je veux juste que cela soit documenté, vérifié et déposé publiquement. Je veux que la propriété soit formelle et connue. L'avocate, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Margot, a haussé un sourcil après avoir lu le testament. Vous n'avez pas besoin d'un procès pour reprendre ce qui vous appartient, a-t-elle dit en tapotant la page. Vous avez juste besoin d'une notification. J'ai quitté son bureau avec des papiers à la main, le soleil me réchauffant le dos, et quelque chose en moi que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle. Mais la paix, cela n'a pas duré longtemps. Ce soir-là, on a frappé. 3 coups, fermes, familiers. J'ai regardé par le Judas et j'ai failli reculer, incrédule, Verina, Gareth et Sarafen. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Nous nous tenions dans le couloir étroit. L'air semblait vif, comme si tout ce qui se trouvait entre nous s'était durci en verre, prêt à se briser si quelqu'un élevait la voix. Verina avait l'air épuisée. Son rouge à lèvres était estompé. Ses mains tremblaient. Gareth n'a rien dit. Il ne le faisait jamais. L'eyeliner de Sarafen était maculé. Son éclat étudié se fissurait, et elle le savait. Nous avons fait des erreurs, commença Verina, joignant les mains. Nous le savons, mais la famille, s'est pardonnée. Je n'ai pas scié. Non, ai-je dit doucement. La famille, c'était ne pas brûler mes lettres. C'était ouvrir mon enveloppe. C'était dire mon nom dans vos publications d'appréciation familiale. Verina a baissé les yeux. Je me suis tourné vers Sarafen. Elle a rencontré mon regard comme une enfant qui avait été prise sur le fait mais ne savait pas comment être désolée. Cette fois, leur ai-je dit en reculant, ce n'est pas moi qui répare votre gâchis. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fermé la porte d'un clic et tourné la serrure. Plus tard dans la nuit, après avoir évacué la tension sous la douche et m'être versé une tisane à la camomille, j'ai vérifié mes emails et je me suis figé. Une notification en rouge vif m'a accueilli, votre site professionnel a été signalé et temporairement suspendu en raison de multiples réclamations pour violation de droits d'auteur. J'ai cliqué sur les détails. Quelqu'un, une adresse IP anonyme, avait déposé des réclamations contre mon propre curriculum. Mon estomac s'est tordu. Ils étaient revenus me chercher. Pas avec des mots, avec des papiers. Ils ont essayé de m'effacer une fois de plus. Mais maintenant, j'étais prête. Au moment où j'ai ouvert les yeux, le ciel dehors était déjà d'un gris terne, un de ces matins où la lumière ressemble plus à une pression qu'à une promesse. J'ai attrapé mon téléphone automatiquement, m'attendant aux emails habituels de tutorat de la nuit ou aux rappels de calendrier. Au lieu de cela, la première chose que j'ai vue était une bannière de drapeau rouge sur mon écran, votre site web a été temporairement suspendu en raison d'une violation de droits d'auteur signalée. Je me suis redressé, le cœur battant mais les mains stables. Une deuxième notification a suivi, puis une troisième. Les objets étaient presque identiques, urgent, examen de réclamation de droits d'auteur en attente. Au début, j'ai pensé que c'était un bug ou un robot, mais quand j'ai cliqué et vu les détails de la réclamation, mon sang s'est glacé, contenu propriétaire utilisé sans consentement. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, juste une adresse IP anonymisée liée à la plainte. Mais Margot, mon avocate, était déjà en avance sur moi. Moins d'une heure plus tard, elle a appelé. Ça remonte à l'agence de branding de Sarafen, a-t-elle dit sèchement. Ce n'est pas une coïncidence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une profonde inspiration, ouvert un nouveau dossier et commencé. J'ai pris des captures d'écran de chaque page, de chaque leçon horodatée, de chaque plan, de chaque diagramme que j'avais créé. J'ai récupéré le PDF du testament de ma grand-mère, souligné la clause exacte qui garantissait la propriété intellectuelle. J'ai même inclus les premières ébauches que j'avais sauvegardées sur une sauvegarde en nuage, datée avant même que Sarafen n'ait lancé son académie. J'ai rédigé la contre-réclamation avec le ton de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Je ne crie plus, me suis-je tapé en organisant les fichiers. Je documente. Le même après-midi, j'ai envoyé un email non seulement au conseil d'administration hébergeant ma plateforme, mais aussi à tous mes clients de tutorat et contacts professionnels. Pas de drame, pas d'accusation, juste un message propre et posé, compte tenu de la confusion récente, veuillez trouver ci-joint les supports de cours originaux, les horodatages, les ébauches de développement et mes droits légaux sur le contenu, tels que garantis par des documents familiaux notariés. J'apprécie votre confiance continue.
quelques réponses sont arrivées en quelques minutes. La plupart étaient encourageantes. Quelques-unes exprimaient leur surprise, mais un message m'a glacé, un parent avec qui j'avais travaillé l'automne précédent. Une mère célibataire de Houston a écrit « Votre cours a sauvé l'avenir de ma fille. Ne les laissez pas vous prendre ça. » Celui-là, je l'ai imprimé. Je l'ai placé à côté du testament sur mon mur. Un papier né du sang, un né de l'effort. Ensemble, ils signifiaient quelque chose de réel. Le soir venu, la tempête avait commencé à gronder. Cette fois, pas la mienne. Sarafen a publié une mise à jour énigmatique sur sa page principale, les gens adorent s'attribuer le mérite une fois que le travail difficile est fait. C'est drôle comme ça marche. Mais Internet n'y croyait pas cette fois. Moins d'une heure plus tard, quelqu'un, un stagiaire qu'elle avait dû laisser partir sans un regard, a publié des captures d'écran, des horodatages, des journaux de discussion, même des modèles Canva précoces, tous liés à moi, tous datant d'années. La section des commentaires sous la publication de Sarafen a rapidement tourné, ça ressemble à un cas d'école d'effacement. Attendez, pourquoi Odella n'est-elle créditée sur rien? Vous croyez trop facilement à la marque familiale. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis assise sur mon canapé usé avec une tasse de thé à la menthe poivrée, les jambes repliées sous moi, l'ordinateur portable sur mes genoux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas petite. Je me sentais calme, forte. Puis, juste après 22 heures, Margot a de nouveau appelé. « Odella, dit-elle prudemment, je ne veux pas que tu paniques. » J'ai fait une pause, mon rythme cardiaque ralentissant à un rythme régulier. « Dis-moi. L'équipe de Sarafen vient de déposer une injonction d'urgence. Ils essaient de bloquer ton site de façon permanente. » Et, elle hésita, ton nom est maintenant traîné dans un fil Reddit qui gagne sérieusement en popularité. Alors, c'était leur dernier coup, pas une conversation, pas des excuses ou une embuscade. J'ai posé ma tasse avec précaution et j'ai regardé les papiers sur le mur. Ce n'était plus seulement personnel. C'était public. Et maintenant, c'était la guerre. Le lendemain matin, je ne me suis pas précipité pour vérifier ma boîte de réception. J'ai fait du café, laissé la bouilloire siffler et respirer. J'ai pris mon temps, entr'ouvrant la fenêtre, laissant entrer juste assez d'air froid pour me sentir éveillé. Ce n'est qu'alors que j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'objet du message attendait, injonction formelle déposée. Mise en demeure en attente d'examen par le tribunal. Margot m'avait prévenu. Pourtant, le voir noir sur blanc a ébranlé quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement une remise en question de mon travail, c'était une manœuvre destinée à m'enterrer. Sous le message se trouvait une copie de l'injonction. Mon nom, mon cours, mes étudiants ont tous temporairement gelé. Presque simultanément, un fil Reddit viral m'a été transmis. Au début, je n'ai pas cliqué, mais la curiosité, ou peut-être la défiance, a eu raison de moi, ma sœur m'a tout volé et a retourné notre famille contre moi. Le nom d'utilisateur était générique, mais la formulation c'était du Sarafen typique. Le récit était inversé. Maintenant, elle était la victime. Maintenant, j'étais la sœur jalouse en quête de vengeance. Les commentaires étaient brutaux, waouh. Quel genre de personne fait ça à sa famille? Ingrate, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire que certaines personnes démolissent leur propre sang pour un peu d'attention. J'ai failli fermer la page. Presque. Puis j'ai vu un commentaire vers le bas, c'est drôle comme les preuves apparaissent toujours quand ceux qui crient fort en font trop. Ça m'a glacé. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas long. Mais ça m'a rappelé, j'avais les preuves, toutes. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. J'ai allumé ma webcam, gardé la pièce sombre, pas de maquillage, pas d'angle, juste moi et j'ai parlé, sans colère, sans excuse. J'ai placé le testament imprimé devant moi. J'ai lu le paragraphe à haute voix, la clause sur la propriété. J'ai montré la page signée, puis j'ai partagé à l'écran les fichiers originaux du curriculum, les ébauches, les horodatages, la comparaison côte à côte de son contenu rebaptisé, et enfin, les emails ou celui de son agence, celui de son équipe de relations publiques ou tous avec mon nom effacé. Quand j'ai fini, j'ai regardé directement dans l'objectif. On dit que le silence est une force, ai-je dit doucement. Mais parfois, la vérité a besoin d'une voix. Voici la mienne. Je n'ai pas ajouté de musique. Pas de coupe dramatique. Je n'ai pas demandé de soutien ni de sympathie.
J'ai juste cliqué sur « Télécharger » et j'ai laissé faire. En moins de 2 heures, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. D'anciens clients ont partagé la vidéo, cette femme a aidé mon fils à réussir son GED. Elle a travaillé avec ma fille quand personne d'autre ne voulait le faire. C'est grâce à elle que mon enfant est entré à l'université. Un enseignant avec qui j'avais collaboré a republié mes diapositives. Un blogueur que je n'avais jamais rencontré a fait un duo avec la vidéo sur TikTok, louant la clarté calme. Même les modérateurs de Reddit ont agi, qualifiant le fil original de fausse représentation et verrouillant les commentaires. Quelque chose changeait, lentement mais indéniablement. Tard cette nuit-là, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était basse, pas théâtrale, juste fatiguée. Nous sommes désolés. Pas pour tout. Peut-être pas encore. Mais pour l'instant. Pour avoir laissé faire. Tu ne méritais pas ça, Odell. Elle ne m'a pas demandé de rappeler, et je ne l'ai pas fait. Cette partie de moi, celle qui voulait entendre ces mots depuis que j'avais 9 ans, n'a pas sauté. Elle n'a pas tendu la main. Elle a juste écouté et laissé les choses se tasser. Quelques heures plus tard, on a frappé à ma porte. Personne que je connaissais n'avait dit qu'il venait. J'ai ouvert lentement. Un livreur se tenait là, tenant une petite boîte et un presse-papier. Recommandé, a-t-il dit. Signature requise. J'ai signé, fermé la porte, me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai décollé le seau. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe, papier crème de format légal, de l'avocat de Sarafen. Je l'ai ouverte et j'ai lu, proposition d'accord de règlement ci-jointe. Confidentialité requise. Restitution intégrale des droits et du nom en échange de la non-diffamation. Il proposait un accord, une fin silencieuse, un échange. Mais il se trompait sur une chose, le silence ne les protégeait plus. Il achetait juste ma réponse. Le chèque n'a pas tremblé dans mes mains. Il était lourd. Oui, une somme à 6 chiffres pour « pardonner et oublier », mais mes doigts sont restés stables alors que je dépliais l'accord de non-divulgation derrière, retirer toutes les réclamations, supprimer la vidéo, ne plus jamais parler publiquement. C'était le genre d'offre qui se présentait comme une résolution mais puait le contrôle. Je l'ai lu 2 fois. Une fois en tant que femme qui avait passé trop d'années à douter d'elle-même. Puis à nouveau, en tant que la femme que j'étais devenue, ne cherchant plus la permission d'être entendue. Et puis j'ai marché jusqu'à ma déchiqueteuse, j'y ai glissé les papiers et j'ai écouté les lames transformer leur silence en poussière. Cet après-midi-là, j'ai publié ma déclaration finale. Pas de vidéo cette fois, juste une image fixe, mon nom, mes références, et les mots « Vous ne devez pas le silence aux gens simplement parce qu'ils partageaient votre nom de famille. Je ne prendrai pas l'argent du silence pour une douleur que je n'ai jamais causée. » Le soir venu, c'était partout. Des femmes de partout ou d'anciennes éducatrices, des filles qui avaient été manipulées psychologiquement pour être privées d'héritage, des sœurs qui connaissaient la douleur d'être désignées comme boucs émissaires ont commencé à le partager. Non pas par sympathie, mais parce que cela nommait quelque chose qu'elles ne pouvaient pas dire elles-mêmes. Un message disait « Je pensais être la seule. Merci d'avoir dit ce que je ne pouvais pas. » Dans mon nouveau bureau à domicile, où je n'avais plus besoin de demander une chaise à la table, j'ai accroché le papier froissé que je portais depuis cette chambre de motel, « Tu construiras ce que personne ne voit aujourd'hui. » Il reposait à côté de la lettre officielle de mon avocat, propriété affirmée, propriété intellectuelle enregistrée, curriculum protégé. Le bureau était modeste. La fenêtre donnait sur un arrêt de bus, mais c'était le mien. Je n'ai plus eu de nouvelles de ma famille depuis. Pas pour les anniversaires. Pas quand le site de Sarafen a été fermé définitivement. Pas quand la rumeur s'est répandue que maman avait discrètement vendu la maison. Certains disaient que c'était pour couvrir les retombées juridiques. D'autres chuchotaient qu'elle en avait juste assez. Mais je n'ai pas attendu les ragots. Je n'avais pas besoin d'excuses imprimées à l'encre ou chuchotées par la bouche d'autres personnes. Ce n'étaient pas des monstres, juste des gens qui m'ont fait passer pour la fautive quand c'était plus facile que de se regarder dans le miroir. Je ne me suis pas battu pour les punir. Je me suis battu pour me libérer. Et la liberté, elle est plus silencieuse que je ne l'imaginais, mais pas vide. Le mois dernier, j'ai lancé un petit fonds de bourse d'études au nom de ma grand-mère. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste assez pour aider des enfants comme ceux que je tutorais quand j'avais à peine de quoi payer mon loyer. Des mots de remerciement ont commencé à arriver. La plupart venaient d'inconnus.
L'un venait d'un étudiant que j'avais enseigné à l'époque où je travaillais depuis la bibliothèque publique, vous avez été la première à me dire que je pouvais le faire. Je vous ai cru. Je suis resté longtemps avec cette lettre. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça ne le faisait pas. Ça. C'était la vie que j'avais construite dans le silence dont il pensait autrefois qu'il m'enterrerait. Il y a quelques jours, j'ai imprimé une deuxième copie de la note de ma grand-mère. Je l'ai pliée dans une enveloppe. Pas d'adresse de retour, pas de message, juste ces mots, tu construiras ce que personne ne voit aujourd'hui. Je l'ai postée à une fille que j'avais autrefois tutorée et qui m'avait discrètement dit que ses parents pensaient qu'elle était, trop, à qui on avait dit d'arrêter de rêver si fort, parce que peut-être qu'un jour elle se retrouverait seule dans une chambre de motel, et peut-être que ces mots feraient pour elle ce qu'ils ont fait pour moi. Avez-vous déjà cessé de courir après les excuses qui ne sont jamais venues et réalisé que la paix était la véritable conclusion? Avez-vous déjà été effacé par votre propre famille et trouvé quand même la force de construire quelque chose de durable? Partagez votre histoire ci-dessous.